pourquoi Nami serait la princesse d'un royaume, celui d'un peuple mystère anciennement céleste, tout en contenant au fond d'elle les pouvoirs de la plus puissante des armes antiques, Uranus. Salut les refs, j'espère que vous allez tous très bien, et oui, vous avez bien entendu, le but c'est de vous surprendre, et ça fait longtemps que j'en parle avec la commu en off, et que j'attends qu'on dégage Im de la scène pour enfin parler de Nami, et des choses extrêmement étranges qui se déroulent discrètement depuis 25 ans. Juste avant les refs, vous savez qu'ici je théorise beaucoup, et grâce à notre partenaire d'aujourd'hui, vous aussi, et c'est complètement ouf, vous allez pouvoir théoriser de votre côté. Rea Manga, c'est un jeu en ligne où on essaye de prédire entre potes à l'avance les prochains événements des chapitres de One Piece. Sur le site, vous avez plein de cartes personnages qui vont pouvoir vous constituer une équipe dans le jeu. Chaque semaine, vous faites vous-même une équipe différente, et plus les personnages de votre équipe ils sont importants dans le prochain chapitre, et plus vous gagnerez des points, vous montrez en grade, et vous gagnerez des récompenses. Et même si t'as pas tout bon, il y a plein d'autres moyens de retourner la situation de manière super subtile, en prévoyant des fruits, des attaques, des soutiens, des apparitions d'artefacts et autres. Bref, c'est ça ce qui rend le jeu pour moi totalement pure skill. Enfin, la plateforme te permet également de collectionner des cartes si tu veux, et c'est comme ça que Rea Manga se rémunère, puisque jouer chaque semaine au jeu c'est totalement gratuit. Et même si moi je vous conseille d'essayer de collectionner des cartes sans rien payer, petit à petit en jouant bien, comme moi je le fais d'ailleurs, si tu veux compléter ta collection et te la péter parce que t'as en x3 Rayleigh Collector édition limitée, bah c'est aussi une facette originale du jeu. Et d'ailleurs, vous pouvez déjà bien commencer en chopant des cartes édition limitée grâce au lien dans la description, et si vous faites partie des 100 premiers inscrits. Bref, sur ce les refs, je vous laisse vous poser tranquillement, prendre une petite boisson et un truc à grignoter, détendez-vous et plongeons-nous ensemble dans la révélation des plus grands secrets de Nami. Nami est une pirate introduite au chapitre 8 de One Piece et est la troisième membre officielle des Mugiwara. Occupant le rôle généreux de navigatrice au sein de l'équipage, Nami est au même titre que Zoro et Sanji, la femme fatale du trio originel. Mais si les deux premiers ont pu être développés dans leurs arcs respectifs, donc Sanji avec Whole Cake et Zoro un minimum avec la fin de Wano, bah Nami c'est pas ça du tout. On ne connaît ni ses véritables pouvoirs, ni d'où elle vient, et on ne connaît même pas son nom entier. Et après de nombreuses quêtes d'informations, on peut potentiellement théoriser sur la nature de princesse du royaume d'Oikot de Nami. Un royaume pas du tout comme les autres. En effet, c'est dans la vivre-carte du Tatabook volume 3, on apprend très discrètement que Nami est originaire de l'île d'Oikot, soit Tokyo à l'envers, et retenez bien, elle est située à East Blue. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'Oikot n'est ici pas décrite comme une simple île, mais comme un royaume. Vous l'avez compris, exactement comme Alabasta ou encore comme Dressrosa. Oikot possédait donc sa propre dynastie et sa propre famille royale. Dans le flashback de Nami, il y a 20 ans de cela, on observe un massacre sans nom, l'annihilation de toute la population, la disparition d'un royaume, et ce sans connaître ceux qui les ont attaqués. Cependant, sur les pages du chapitre 77, Oda paraît vouloir mettre en évidence deux choses. D'abord le fait que la marine était présente sur les lieux, et ensuite le fait que Nami et Nojiko en soient les seules survivantes. Et ces informations en rapport avec Nami ont peut-être insignifiantes, Oda nous en a peut-être déjà trop dit. En effet, il y a énormément de choses étranges. Tout d'abord, pourquoi parmi tous les guerriers d'un royaume entier, accompagnés de combattants du gouvernement mondial lui-même, les seuls survivants sont un bébé et un enfant. Et c'est après avoir jeté un coup d'œil au visage de Nami que Belle-Mère choisit instantanément de trahir sa vocation de marine au péril de sa vie pour une mission, celle de tout faire, tout opérer pour garder ses enfants en vie. Mais alors pourquoi une marine passionnée comme Belle-Mère a-t-elle abandonné tous ses rêves jusqu'à se sacrifier pour sauver ses fameux enfants? Mais surtout, troisième chose, en relisant plusieurs fois l'arc Arlong, on se rend compte que quelque chose cloche. Après les avoir adoptés sur l'île de Kokoyashi, c'est 8 ans plus tard qu'Arlong arrive sur l'île. Comme d'habitude, il vole, il casse tout, il tue, bref des trucs de méchants quoi. Et après avoir pris possession de l'île, il demande aux habitants une taxe exorbitante. Nami et Nojiko, alors âgés de 8 et 11 ans, se cachent, et après qu'Arlong ait récolté tout le blé, il finit par se rendre vers la maison la plus éloignée, celle de Belle-Mère, pour lui réclamer son dernier dû. Belle-Mère répond qu'elle n'a rien, et pour sauver ses deux filles adoptives, qu'elle habite toute seule dans sa maison depuis des années. Et le truc c'est qu'Octi il est pas con. Pour faire gaffe à n'oublier personne dans le village, il va directement voir à l'intérieur de la maison de Belle-Mère. Puisqu'il voit qu'à table le couvert est mis pour 3 personnes, bah il le dit à Arlong et celui-ci va réclamer ses taxes pour 3 personnes. À ce moment-là, Belle-Mère est grillée et c'est la grosse merde. Mais c'est là que ça devient intéressant, puisque tout d'un coup, sorti de nulle part, un membre de l'équipage d'Arlong va justifier les propos de Belle-Mère. 村の名簿には結婚も出産も記録されていねえ。こいつは独り身だ。
une information inscrite dans le registre d'état civil destinée au gouvernement mondial. Mais alors pourquoi belle-mère a-t-elle voulu cacher l'existence de ses deux enfants depuis 8 ans au gouvernement mondial? Et bien tout simplement parce que c'est lui qui a attaqué le royaume d'Oikot il y a 20 ans et que Nami et Nojiko étaient sûrement les deux derniers membres de la famille royale. Nojiko, la servante, ayant eu pour mission de cacher et protéger à tout prix la future souveraine, et Nami, bébé, la dernière héritière du trône d'Oikot. Et c'est lorsque belle-mère le comprit qu'elle réalisa tout ce qui était en train de se passer. Les garder en vie et les cacher aux yeux du gouvernement mondial qui les recherchait était devenu sa priorité afin de pouvoir les protéger. Même si à la base il s'agissait très sûrement du GM lui-même qui avait lancé cette attaque sur l'île pour une toute autre raison. En effet, au chapitre 76, Nami prétend avoir entendu parler d'un pont là où elle a été trouvée. Son île se situant sur East Blue, il est fort probable que belle-mère ait voulu parler de Tequila Wolf introduit au chapitre 524. Le pont se situant à East Blue, appartenant au gouvernement mondial et dont le but est d'aider les soldats de la marine à voyager d'île en île à des fins militaires. Car en plus d'être la seule explication au mystère semé par l'auteur dans le passé, cette royauté expliquerait parfaitement pourquoi, au même titre qu'Eiichiro Oda tient à dessiner Luffy avec un chapeau de paille, et vous savez pourquoi, celui-ci s'efforce de représenter à chaque fois Nami à l'aide d'un trône et d'une couronne royale. C'est vraiment hallucinant, hein. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a compris le véritable sens de cette couronne. D'ailleurs, dans un SBS, un lecteur lui demande directement si tous ces signes de royauté ne signifieraient pas que Nami allait devenir la reine des pirates et donc la femme de Luffy. Celui-ci aurait ri et répondu: il n'y aura pas d'histoire d'amour au sein de l'équipage, mais les couronnes dont tu parles sont là pour autre chose. Cette enfant princesse perdue aurait donc déjà été évoquée au chapitre 416, ainsi qu'avec les covers des chapitres 124 et 232, montrant donc les deux souverains à la recherche de leur passé. Nami serait donc sans le savoir la princesse d'un royaume, et comme toute héritière, aurait acquis par le sang certaines capacités surnaturelles transmises par sa famille royale de génération en génération. Depuis que l'on sait que ce qui a détruit Lulusia au chapitre 1060 n'est pas Uranus mais une reproduction de celle-ci créée par Vegapunk, je pense personnellement qu'il s'agit d'exactement la même chose avec les autres armes antiques. Le GM semble n'en posséder absolument aucune et c'est pour cela Kim a sûrement chargé Vegapunk de les reproduire artificiellement pour se les procurer. À Water 7 au chapitre 345, le gouvernement mondial voulait mystérieusement dérober les plans de Pluton comme pour le reproduire artificiellement. Et au chapitre 433, on apprend que Vegapunk travaillait sur un projet de construction de bateaux qui navigueraient entre les rois des mers pour pouvoir contrôler Campbelt ainsi que reproduire artificiellement certains rois des mers pour les contrôler comme on peut le voir au chapitre 1061 sur Egghead. Il est donc fort probable que les trois armes antiques mentionnées par les nombreux poneglyphes soient dans la nature à l'heure qu'il est. Actuellement nous connaissons l'existence de trois d'entre elles. Pluton comme dans la mythologie grecque qui est censé contrôler la terre, Poséidon qui est censé contrôler les océans et Uranus qui est censé contrôler le ciel, le vent et le tonnerre d'une manière divine. Nous sommes actuellement sur la dernière ligne droite avant la fin de One Piece et pour la guerre finale, il serait très intéressant pour l'auteur de développer le personnage de Nami de cette manière, lui permettant, comme elle le dit elle-même, de devenir une déesse du ciel. Et Oda aurait laissé plusieurs références mythiques nous orientant fortement vers cette idée. Allez, ref, j'ai hâte. Au chapitre 968, les rois des mers prétendent que leur souverain à eux va bientôt naître. Jusque là, rien d'étonnant, on se dit que c'est un mystère comme les autres qui n'est encore lié à rien. Mais les monstres marins réenchérissent derrière en disant quelque chose de plutôt énigmatique. Les deux souverains devraient à nouveau se rencontrer. Et comme beaucoup de cases de One Piece, celle-là a sûrement été oubliée. Mais souvenez-vous 2 minutes. Si on remonte 25 ans auparavant, on remarque que Shirley nous a bel et bien spoilé ce secret, révélant que ce que les monstres marins appellent souverain en étant agités, c'était Shirahoshi, leur arme antique à eux. Révélant donc au passage que le deuxième souverain dont il parlait, c'était encore la naissance d'une autre arme antique. Faisant donc sûrement des trois armes antiques, trois souverains de royaumes indépendants qui se transmettent leur pouvoir de génération en génération, comme le précise d'ailleurs Otohime au chapitre 626. Il est donc fort probable que ces trois armes antiques soient en fait trois souverains et donc trois princesses du monde actuel de One Piece. Cela expliquerait pourquoi sur la couverture du scan 472, sur les fresques datant d'il y a plus de 800 ans, trois armes antiques semblent être représentées et ce grâce à des souverains. En effet, si on observe bien, on peut d'abord remarquer Poséidon avec une tête de poisson, avec en bas à droite représenté l'océan ainsi que les rois des mers. Ensuite, on a Pluton habillé en égyptien
égyptien, puisqu'elle était sûrement à l'origine présente sur Alabasta, comme les informations de Crocodile le lui indiquaient, avec donc le navire ultime destructeur dont parlait le CP9 en haut à droite, et enfin Uranus possédant des ailes représentant le ciel, avec le soleil en haut à gauche décrivant le contrôle du climat et de la météo. Ainsi, ce pouvoir aurait pu être lié aux races de la Lune qui seraient, selon la fresque du chapitre, descendues sur Terre il y a 800 ans. Pour transmettre ses pouvoirs directement sur Terre, il se serait du coup dilué parmi les nombreux peuples de One Piece. Tout cela en confiant le pouvoir se transmettant de génération en génération, naturellement à un royaume précis, et nous allons y revenir tout à l'heure. D'ailleurs, ce qui semble confirmer cette origine des armes antiques, c'est la présence des poneglyphes, parlant de Poséidon, directement sur Skypiea, bizarrement la terre de l'un des peuples ailés. Et alors si cette théorie est vraie, alors quelle princesse aurait pu rencontrer dans le futur la princesse Shirahoshi? Vous pensez sûrement à Iori, qui est censée être Pluton, puisqu'elle est la princesse de Wano, et qu'on sait que Wano possède Pluton depuis le chapitre 1055. Mais on apprend au chapitre 928 qu'Iori a actuellement 26 ans, et donc qu'elle était déjà née à l'époque où les rois des mers avaient fait leurs prédictions. C'est pour cela que les monstres marins ne parlent que de 2 futurs souverains. Le troisième était déjà né, et elle est là la question. Qui est cette autre princesse? Cette arme antique, qui serait donc par élimination Uranus, dont le destin est de rencontrer Shirahoshi. Eh bien on parle de futur depuis tout à l'heure, mais si je vous disais que cette rencontre, elle s'était déjà faite dans le passé, et ce avec Nami. En effet, au chapitre 627, plein milieu de la guerre opposant Luffy au terrifiant Oda Jones, Oda met en scène la rencontre imprévue de Nami et Shirahoshi, qui semble assez mystérieuse. Et si on retourne au chapitre 967, on se rend compte que les rois des mers rajoutent discrètement que les baleines seraient particulièrement ravis de la rencontre entre les 2 souverains dans le futur. Ce ne serait donc pas un hasard si Nami et Shirahoshi sont tous 2 liés aux baleines d'une manière super bizarre. Et oui, puisqu'à part Brook, Nami est la seule membre de l'équipage capable de communiquer directement avec les baleines. Et Shirahoshi également grâce à son sang, puisque son père et elle peuvent communiquer avec les baleines naturellement, comme on peut le voir au chapitre 626. Et d'ailleurs, en parlant de baleines, vous voyez le fameux chapitre de la prophétie où Nami rencontre Shirahoshi, le 654? Bah, il est carrément nommé le banc des baleines. Bref, mais en plus de ces choix de l'auteur plus qu'explicites, Nami a toujours semblé être destinée à se révéler comme Uranus. De la même manière que Shirahoshi a pris du temps à éveiller son pouvoir, à tel point que c'est un traumatisme psychologique qui a dû le réveiller en elle, quelque chose d'extrêmement rare, Nami n'aurait pas encore éveillé son pouvoir. Et ça, Oda nous a donné un énorme indice pour le découvrir. Au chapitre 140, tout semble aller pour les Mugiwara. Ils viennent à peine de partir de Little Garden, le temps est paisible, et ils discutent sur le bateau. Lorsque soudain, Nami se réveille et prétend que l'air a changé. Un vent violent arrive de front, j'en suis sûre et certaine, juste avant que le fils foute de sa gueule. C'est alors que soudainement, totalement brusquement, un gigantesque cyclone apparut devant eux, menaçant d'engloutir le bateau. Et pendant que tout le monde se montre complètement abasourdi, Vivi, sous le choc, fit une rapide remarque assez louche. Vivi révèle que Nami ne fait pas que prévoir la météo, c'est comme si elle ressentait ces changements avec tout son corps, comme si ses capacités surnaturelles étaient quelque chose d'inné, ancré dans son sang qui commençait à s'éveiller. Un chapitre qui, à l'envers, nous donne d'ailleurs le chapitre 410, nommé la métamorphose de Nami. Et ce pouvoir mystérieux qualifié de surnaturel, Arlong l'a compris, et ce il y a bien longtemps. Il le dit lui-même, Nami est une génie. Au chapitre 92, il qualifie même ses pouvoirs de divins. Mais ce n'est pas tout, puisqu'au chapitre 283, c'est Ener lui-même, le pseudo-dieu du tonnerre, qui reconnaît ses talents surnaturels en la matière et l'autorise à se rendre sur son arche maxime, qui selon lui est seulement réservé aux dieux. À ce niveau-là, on peut carrément parler de prédire le futur. En fait, si on observe bien comment elle procède à chaque fois, on se rend compte que c'est comme si le ciel était une partie de son corps, et c'est complètement ouf. Et dans le manga, depuis qu'on sait qu'un tel pouvoir sur le climat est capable de raser un pays entier, on comprend pourquoi Nami est elle-même considérée par certains comme une arme apocalyptique. En effet, cette puissance décrite comme divine de Nami, les scientifiques en sont terrifiés. Au chapitre 596, Aredas explique à Nami que si jamais celle-ci utilisait à mauvais escient ce qu'elle avait appris à développer sur Weatheria, Nami pourrait définitivement plonger le monde dans le chaos. Et ce terme, il n'a pas été utilisé par hasard, puisqu'Oda réutilise exactement les mêmes au chapitre 627 pour décrire l'arme antique Poséidon de la part d'Otohime. D'ailleurs, vous vous souvenez de la fresque d'il y a plus de 800 ans représentant les 3 armes antiques? Et bien, dans le chapitre juste après, Uranus qui contrôle le ciel est directement représenté avec
avec un mystérieux bâton avec un nuage noir semblant maîtriser les éclairs. Ça ne vous rappelle rien? Et encore une fois, moi je trouve ça ouf, mais le fait que Nami soit l'héritière d'Uranus serait l'explication parfaite de certains moments assez bizarres qui se sont déroulés dans son passé. En effet, dès son enfance, Nami semblait déjà altérer le climat selon sa simple humeur. Et pas d'une petite portée, on parle ici d'un pays entier. Exactement de la même manière que l'arme antique Shirahoshi le faisait avec la mer au chapitre 628. Au chapitre 77, lors de son arrivée dans le village, l'année qu'elle définit d'ailleurs comme la plus heureuse de sa vie, Belle-Mère explique que le climat n'a jamais été aussi exceptionnel dans le pays et que ça paraissait même étrange. Et encore une histoire de climat, quand Nami a été surprise en train de pleurer lorsqu'elle a été découverte puis ramenée bébé sur l'île de Kokoyashi, Genzo explique que lorsqu'ils y sont allés, il s'y trouvait une tempête si violente qu'il ne l'oubliera jamais. Nami est une véritable arme, et cette capacité extraordinaire qu'a Nami d'avoir un contrôle sur le temps, dans le monde de One Piece, elle est extrêmement importante et surtout spéciale. Au chapitre 163, Oda fait d'ailleurs dire à Cobra que le temps est contrôlé par les dieux. Le nombre d'or est un nombre mathématiquement fascinant étudié dans l'art. Surtout utilisé sur les peintures de la Renaissance, le nombre d'or peut être représenté sous la forme d'une spirale dont le ratio est, on ne sait encore pourquoi aujourd'hui, le plus agréable à regarder pour un œil humain. Ainsi, le nombre d'or est utilisé à des fins techniques pour rendre plus esthétique une partie de son œuvre et mettre en évidence quelque chose de précis pour faire passer un message. Et en 2019, des théoriciens vietnamiens ont réussi à étudier une couverture de chapitre de One Piece dans laquelle Eiichiro Oda avait utilisé ce fameux nombre d'or. Il s'agit du chapitre 634 de l'œuvre, et selon eux, Oda a, via cette technique mathématique, voulu nous mettre en avant 3 personnages. Shirahoshi qui représente Poséidon, Franky qui à l'époque du chapitre représentait encore Pluton, et enfin Nami qui représenterait bizarrement Uranus. De plus, le fait que Nami soit la réincarnation d'Uranus concorderait parfaitement avec son inspiration, Aphrodite, qui est bizarrement dans la mythologie grecque la réincarnation littérale d'Uranus. En effet, Oda nous a toujours mis en évidence des liens extrêmement précis entre la déesse Aphrodite et Nami. Les deux femmes sont rousses, souvent représentées dénudées, et leurs villages d'origine sont incroyablement semblables. C'est juste hallucinant. Dans la légende, après avoir été recueillie par des habitants du village de Chypre, étant bébé, Aphrodite grandira dans un village où l'orange sera la principale source de culture. Exactement comme le village de Kokoyashi, où les oranges sont rendues extrêmement symboliques grâce à Nami. D'ailleurs, comme vous le savez, celle-ci est surnommée la chatte voleuse. Et dans le SBS du tome 20, Oda dit même que si jamais Nami était un animal, elle serait un chat. Il est l'animal fétiche de Nami et apparaît depuis la nuit des temps dans ses covers de chapitres tout le long du manga. Et devinez quoi, le village de Chypre, donc le village d'Aphrodite, est étrangement considéré comme la Mecque des chats. Le village est connu comme l'endroit abritant le plus de chats au monde, et ceux-ci sont tellement aimés là-bas qu'ils sont enterrés avec leurs propriétaires. Mais c'est pas fini, puisque quelques années après avoir grandi, Chypre, donc toujours le village d'Aphrodite, devint le siège du premier esclavage raciste envers les communautés blanches par les personnes noires qui étaient surnommées à l'époque mermaids, donc littéralement les sirènes. Tout cela rappelant évidemment l'esclavage mis en place par Arlong et les hommes poissons contre les humains. Et comme si ce n'était pas tout, il ne faut pas oublier tous les moments du manga, notamment les chapitres 463, 812, 938, où Nami est considérée par tous comme une véritable déesse de la beauté dont tout le monde tombe amoureux, exactement comme Aphrodite étant la déesse de la beauté et surtout de l'amour. Pour finir, Oda a choisi de donner à Nami exactement le même nom qu'Aphrodite. Nami signifiant en kanji japonais le nom commun vague, et ceux d'Aphrodite signifiant l'écume de la vague. Et après toutes ces références colossales à la divinité d'Aphrodite, extrêmement connue comme étant la réincarnation du dieu du ciel Uranus, il est quasiment certain que Nami ait été imaginée à l'origine comme la réincarnation de l'arme antique originelle Uranus. Par ailleurs, à l'époque, certains avaient déjà imaginé un lien entre Nami et Uranus grâce à son tatouage qui ressemblait étrangement au symbole d'Uranus, avec une croix bancale et grossière et une forme circulaire vers le bas. D'ailleurs, et oui, je vous jure, c'est une dinguerie, ça continue. Ça ne serait donc pas un hasard si Nami est née exactement le même jour que le père de Shirahoshi, le 3 juillet selon le SBS du tome 15, le père de Shirahoshi s'appelant Neptune, la planète la plus proche d'Uranus dans le système solaire. Bref, vous l'avez compris, il y a donc de très grandes chances que Nami et Shirahoshi soient les deux princesses de la prophétie, spirituellement liées depuis leur naissance et pour le destin. Les capacités complètement surnaturelles de Nami sont donc considérées comme une arme pouvant, à l'instar
l'instar de Poséidon qui contrôle les mers, contrôlait littéralement le ciel, affectait un pays entier et plongeait le monde dans le chaos, un pouvoir considéré par tous comme divin. Tout comme la réincarnation d'Uranus lui-même dont elle est inspirée, et tous les clins d'œil, quels qu'ils soient d'Oda envers ses divinités, absolument tout est lié à Nami. Ainsi, de la même manière qu'Alabasta avait été attaqué pour récupérer l'arme antique Pluton, ou les hommes poissons pour récupérer Poséidon, Oikot aurait été attaqué à l'époque par le gouvernement lui-même pour récupérer Uranus, ce qui causa la disparition totale du royaume d'Oikot, un royaume qui, comme pour les deux autres armes antiques, aurait été suspicieux de l'association des 20 royaumes formant le gouvernement mondial, et étant non pas l'île de la terre, non pas l'île de l'eau, mais l'île du ciel. Comme nous l'avons dit précédemment, il y a de très fortes chances que Nami ait les pouvoirs d'Uranus dans son sang. Et donc tout comme Shirahoshi possédait une dynastie sacrée en rapport avec son pouvoir de contrôle des océans, l'île des hommes poissons, Nami posséderait elle aussi une dynastie en rapport avec son pouvoir, le contrôle du ciel, Oikot, l'île des navigateurs originels. Et j'insiste bien sur navigateurs originels, puisque cela confirmerait parfaitement la transmission sous forme de princesse de génération en génération du pouvoir d'Uranus, qui comme les autres était spécifique de cette île. Une île qui aurait déjà été mentionnée dans le passé, et ce à l'épisode 143 au bord de l'arc Skyper. En effet, au chapitre 218, on peut apercevoir un bateau tombant du ciel directement depuis une île céleste. Selon Robin, le bateau ne serait pas un bateau pirate, mais bien un navire d'exploration datant d'il y a plus de 2 siècles. Et plusieurs indices nous laissent penser que ce bateau aurait un lien avec l'île d'Oikot, l'île des navigateurs. On ne voit que très peu le bateau, mais si on observe bien, on peut remarquer un Jolly Roger en forme de boussole. Quant au nom du bateau, il s'agit de Saint Brice, ou en anglais Saint Breeze, donc une brise, faisant référence au nom donné à l'ensemble des contrôles de la météo liés au vent. D'ailleurs, juste après avoir retrouvé leurs esprits, l'équipage décidèrent d'aller fouiller le bateau pour y trouver les informations à propos de l'île céleste. Sanji, lui, découvrit dans les décombres une image, celle d'une femme rousse, la deuxième et seule femme rousse avec Nami de tout l'anime. Et devinez quoi, comme si ce royaume n'était pas assez lié à Nami, ils y trouvèrent une carte, la seule et unique carte de Skyper, puisqu'en effet on apprend au chapitre 243 qu'aucun habitant de l'île céleste ne possède de carte comme celle-ci. Un navire d'exploration très lié à l'orientation, à la météo et spécialiste de la cartographie. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un? Les habitants de cette île légendaire posséderaient donc naturellement une forte affinité avec le contrôle du climat et de la météo, une aptitude que possédait d'ailleurs très sûrement Porgasdi Rouge, femme de Roger et mère d'Ace, qui proviendrait assurément de cette île. Et oui, encore une femme avec les cheveux roux. Bizarre tout ça. Et oui, dans l'équipage de Roger, tous les rôles d'un équipage pirate sont présents. Des voiliers, Momora et Milépine, des guetteurs, Baggy et Shanks, un médecin, Crocus, un timonier, Sunbell, un cuisinier, Scoppergaban et un second, Silver Rayleigh. Mais pourtant, dans le flashback d'Oden, on ne voit aux côtés du futur roi des pirates aucun navigateur. À vrai dire, il s'agit du seul hic quand on connaît le gigantesque parallèle de Luffy et Roger qui nous est dépeint tout au long de l'œuvre. Et les théoriciens ont beau se casser la tête, Rouge semble être la meilleure candidate pour ce rôle de navigatrice, grâce à ses capacités météorologiques très étranges elle aussi. En effet, Rouge serait la navigatrice de l'équipage de Roger et serait originaire de cette île, lui octroyant des capacités innées afin de changer la météo. Et ça expliquerait parfaitement pourquoi à la bataille d'Edward contre Shiki, alors que tout semblait perdu pour Roger, il nous est dit que la situation s'est drastiquement retournée après un étrange changement des conditions météorologiques. De plus, les deux femmes rousses navigatrices ont de nombreux points communs qu'Oda a spécialement voulu nous mettre en évidence au fil du manga. Au chapitre 551, on apprend que si Ace était une fille, Rouge l'aurait appelée Anne, soit le prénom de la première version de Nami qu'avait proposé Oda à son éditeur. Oda n'a pas beaucoup dessiné Rouge, et la seule fois où on la voit presque de face, elle est représentée avec une fleur d'hibiscus lui caressant les cheveux. Elle semble être associée directement au passé de Rouge, puisqu'elle est très souvent représentée dans ses vagues souvenirs. Et c'est assez bizarre, mais la seule fois de tout l'anime où l'on revoit cette fleur, c'est exactement au même endroit, dans les cheveux de Nami, dans le color spread du chapitre 796. D'ailleurs, beaucoup d'internautes avaient théorisé à l'époque une relation spirituelle entre les deux femmes, prenant comme exemple ces deux planches où Oda les fait pleurer exactement de la même manière, avec exactement les mêmes traits au chapitre 550, toutes les deux au sujet d'Ace. Et ce lien, il s'éternise vraiment, car en plus, vous le savez, les oranges sont des entités extrêmement symboliques aux yeux de Nami, puisqu'elles représentent belle-mère, son passé et surtout ses origines.
d'origine. Et ce fruit, on le retrouve nulle part autre que dans ses parages à elle. Mais à l'épisode 460, Oda a encore choisi de mettre Rouge en compagnie de ses fruits pour on ne sait quelle raison. Le fait que l'île natale de Rouge présentée au chapitre 551 ressemble étrangement à ce qui nous est montré d'Oikot ne serait donc pas un hasard. Tous ces indices laissés par l'auteur indiqueraient donc un lien au niveau de leur passé et de leur origine commune. Tout cela confirmerait la nature de Nami comme princesse de son royaume, celui des navigateurs originels du monde de One Piece et détenant au plus profond d'elle le pouvoir d'Uranus. Merci d'avoir visionné cette vidéo, abonne-toi si t'apprécies le travail et commente-moi ton avis, je réponds à tout le monde, 100% ne t'inquiète pas. En plus je vois que la commu elle est extrêmement présente dans les coms et ça me fait grave plaisir parce que je me dis que si jamais on crée un serveur Discord, bah il marchera du tonnerre, ce sera un truc de ouf. Et surtout si t'as d'autres idées ou des contre-arguments, c'est le moment d'en parler en commentaire. On est encore très peu sur la chaîne mais ne vous inquiétez pas, plusieurs projets originaux arrivent mais je vous en dis pas plus. Sur ce, prenez soin de vous les refs. N'oubliez pas de rêver et à plus.